Bonjour chers accros, bienvenue sur DevAccro Academy, le carrefour incontournable pour les passionnés du développement en .NET. Dans la série Practical C# et ASP.NET Core, Baba vous plonge au cœur de l'univers du code, naviguant entre logique, classe, méthode et bien d'autres concepts fascinants. Et maintenant, voici celui que vous attendez. Diplômé des écoles américaines, 23 années d'expérience en développement .NET, passionné du code, Baba Kuruma. En face de l'écran de création d'un nouveau projet, ici on a les types de templates qui sont disponibles dans Visual Studio 2022. Ici on a le type de projet, soit web, mobile, etc. Ensuite on a les langages et là on a les plateformes. Donc, ici, on va choisir MVC, puisque nous voulons créer une application MVC ASP.NET Core, mais on veut s'assurer que l'application soit de type Web App. Donc, c'est très important. Et entre parenthèses, Model View Controller. Ici, il y a la notion de projet qui est le type de projet web, etc. mobile. Et ensuite, en bas, on a solution. Donc, le projet, on va dire que c'est Gest Hôtel Démo, mais c'est le projet web. Donc, je vais écrire web et la solution va rester Gest Hôtel Démo. Et ici, on peut changer de location où se trouvent les fichiers, les différents fichiers dans le fichier système. Après, ici, on a la version du framework. On va laisser framework 7. Et ici, on va utiliser soit HTTP ou HTTPS. On va laisser HTTP simplement. Donc, on va décocher HTTPS. Et on va pas utiliser d'authentification. On va cliquer suivant. Et donc, là, sous le Visual Studio va créer notre projet en fonction des préférences que nous avons. Alors, donc ici, j'ai devant moi le projet. Là, c'était le route. Là, nous avons le modèle, le view. Ici, là, le contrôleur, donc MVC. Et là, nous avons le fichier app.setting.json qui comprend nos fichiers de configuration, nos données de configuration. Euh, et juste en bas, nous avons le programme. Et le programme, c'est vraiment l'un des fichiers les plus importants parce que c'est en fonction de ça que les configurations sont faites par par le .NET Framework. Donc, je vais commencer par créer nos différentes classes. Déjà, la chambre. Donc, nous allons gérer deux entités, chambre et puis type de chambre. Donc, je vais simplement créer la classe chambre. Dans chambre, je vais créer la première propriété, c'est l'identifiant. Donc, il y a un raccourci avec la création des propriétés, c'est propre. Vous mettez propre et vous faites tabulation 2 fois. Euh, donc, ici, bon, j'ai non seulement Digital Copilot qui me fait des propositions, mais aussi je peux simplement écrire propre et automatiquement il va permettre d'écrire la phrase. Donc ici, pour la création des entités au niveau des clés primaires, je peux mettre chambre et chambre en mettant ID par derrière, ça devient automatiquement une clé primaire. Euh, Ensuite, je vais créer le numéro de la chambre. Bon, ici, GitHub me propose de mettre l'étage, mais je ne vais pas mettre l'étage. Je vais créer la deuxième entité qui est type de chambre. Donc, je mets type de chambre et je vais créer son identifiant euh, en mettant le nom de la classe plus identifiant, et ce qui me permet de faire automatiquement la clé primaire. Alors, j'ai aussi la possibilité de mettre, si je veux mettre autre chose que le nom, je peux mettre keys. Keys permet c'est une annotation qui permet de dire qu'effectivement, cette propriété-là est la clé primaire et il va mettre en haut la classe, le using pour les annotations. Mais bon, je préfère mettre simplement le nom de la classe plus identifiant et ça va permettre de faire que cette propriété soit l'identifiant. Après, je dois mettre la relation entre les deux, donc c'est-à-dire
je dois dire que pour chaque chambre a un type de chambre. Donc, chaque chambre appartient à un type de chambre. Donc, je mets simplement la propriété int. Alors, donc, vous voyez ici, il y a un warning. Le warning, ça veut dire qu'il y a, et c'est un avertissement. Et déjà, bon, je vais changer ça parce que le numéro, ça doit être string. Alors, mais si je mets ça en string, les deux, ils sont soulignés en vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas être nul ou bien ça peut ne pas être nul. Donc, du coup, soit je mets un point d'intégration pour dire que c'est nullable, ou bien je peux changer la sévérité de l'avertissement pour que ça ne puisse plus me souligner, m'informer qu'il y a une erreur de sévérité moindre. Ou bien je peux aller dans le fichier projet pour changer le nullable. Le nullable, ça veut dire que je sais que cet objet-là, les objets peuvent être nuls et je sais que ça peut être nul et je les rends nuls. Donc je mets nullable disable. Alors donc je vais au niveau du type de chambre, il y a une action à faire, c'est-à-dire que au niveau des chambres, j'ai le type de chambre qui vient en tant que clé étrangère, mais au niveau de la chambre, je vais avoir une liste, je peux avoir une liste de chambres en fonction des types de chambres. Donc ici, ça va nous aider après. Lorsqu'on sélectionne un type de chambre, on veut savoir la liste des chambres qui font partie de ce type de chambre. Ok, donc ça c'est très important et ça vous le verrez après. Après, vous voyez que j'ai un seul fichier pour la chambre et puis le type de chambre. Je vais séparer ça et je vais le mettre ça dans un autre fichier. Donc je vais revenir dans Quick Action et puis je vais faire Move Type to Type Chambre. Donc il va créer un fichier plutôt que ça soit dans le même fichier, dans la même classe. Donc, ça devient deux fichiers séparés. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller créer maintenant mon DB Context. Le DB Context, c'est vraiment ce qui va nous permettre de relier notre application avec la base de données. Et donc, le DB Context, c'est une classe. Donc, je vais créer la classe et je préfère créer ça dans un dossier pour un peu séparer les choses. J'appelle ça geste hôtel DB Context. Alors, vous pouvez donner n'importe quel nom, c'est pas important. Mais le plus important, c'est que le DB Context doit hériter de la classe DB Context. Donc, je vais ajouter DB Context. Alors, DB Context fait partie de Entity Framework Core. Entity Framework Core n'est pas par défaut installé. Donc, il faut que j'aille au niveau des nuggets. Donc, je peux l'installer ici directement. Mais j'ai pas mal de nuggets à installer. Donc, je vais aller plutôt le faire via le Package Manager. Donc, je vais dans Outils, Tools, je vais aller dans Manage Nugget. Et donc, lorsque j'arrive ici, j'ai trois onglets. J'ai l'onglet par défaut installé. Mais je vais aller dans l'onglet Browse. Parce que c'est dans le Browse que les éléments que je veux qui ne sont pas dans mon projet. Et je vais chercher Entity Framework. Et je prends, alors vous allez voir que Entity Framework est beaucoup utilisé. 8,4 millions de téléchargements, c'est pas petit. Donc je vais l'enregistrer sur le projet. Je vais prendre la dernière version et puis je vais installer. Alors, donc je vais faire ceci pour tous les nuggets dont j'ai besoin pour pouvoir travailler avec Entity Framework Core. Donc le premier c'était Entity Framework Core lui-même. Et je vais aussi aller chercher, je pense que j'ai besoin de design, le SQL Server déjà, SQL Server. Donc je vais installer ça. Donc, puisque je vais utiliser SQL Server. Alors, si on peut utiliser SQL Server Lite, on peut utiliser Oracle, on peut utiliser Postgre et tout ça, même MySQL, je pense que tu peux utiliser MySQL avec Entity Framework Core. Et ici, nous allons utiliser SQL Server.
Donc après SQL Server, je vais installer le design qui va nous permettre de faire le scaffolding. Le scaffolding permet de générer automatiquement les codes pour nous. Euh, et je pense qu'il y a aussi les tools aussi. Les tools, c'est ce qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle les migrations. Les migrations permettent de s'assurer que notre corps, notre application est en phase avec la base de données. Voilà. Alors, donc, une fois que je reviens, j'essaie de normaliser. Et là, effectivement, je vois maintenant Entity Framework Core. Et donc là, maintenant, il va s'agir pour moi maintenant de configurer mon DB Context. Alors là, automatiquement, GitHub Copilot me fait une proposition en termes de code. Et je pense que c'est correct. Ce qu'il me propose, c'est pas mal. Je vais accepter, je vais valider. Et donc, voilà, c'est bon, c'est bon. Mais par contre, j'aime pas la manière dont il a mis le DB7. Alors, j'explique ici, dans le DB7, c'est les informations des deux classes, la classe chambre et la classe type de chambre. Et comme ils ne sont pas dans le même espace, donc je vais faire un using pour le faire venir. Et donc, Yes Hotel, il est dans modèle, alors que lui, il est dans data. Alors, donc, ici, le DB7 représente la classe et les chambres, tout ce qui est S là, représente comment est-ce que ça va être créé dans la base de données. Donc, chambre sans S, classe, chambre avec S, la table. Donc, je vais sortir là, je vais fermer tout. Là, je vais essayer de faire un peu de cleaning. Et là, ok, donc là, je vais aller dans le fichier app.setting.json. Le fichier app.setting.json, c'est un fichier de configuration qui permet d'avoir les informations les plus importantes. Par exemple, ici, on a le login, la partie login, et ici, on a la partie allow host. Mais nous, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'ajouter une partie connection string. La connection string va nous permettre d'avoir le lien vers la base de données. Ici, GitHub Copilot me fait une proposition, mais là, je vais essayer d'écrire manuellement. Voilà, et puis voilà, donc ici, on a, voilà, ok, il insiste. Je regarde. Bon, c'est bon, on va commencer avec ça, et après, on va essayer de faire des modifications. Donc, j'ai enlevé ça. Voilà, c'est ça, c'est bon. Ok, donc maintenant, je vais regarder. Alors, la chaîne de connexion permet de dire où se trouve la base de données. Donc, d'abord le serveur qui est là. Et ensuite, la base de données. Ici, je pense que c'est le nom de la base de données que nous avons. C'est SQL Server que nous avons utilisé. Alors, pour pouvoir trouver le nom de la base de données, on va aller dans SQL Server, faire comme si on veut se connecter. Et l'information qui est en la base, c'est ce qu'on va modifier ici. Ensuite, le nom de la base de données, là, on va mettre simplement DBGS Hotel. Et bon, on va mettre des mots, voilà. Et alors, ensuite, donc, test connection multi, bon, je pense que ça me semble plus ou moins correct. Ok, donc on va enregistrer et une fois qu'on a ça, maintenant, nous allons aller dans le programme. Donc, au niveau du programme, on a défini nos chaînes de connexion. Maintenant, on va aller dans le programme pour l'ajouter. On appelle ça l'injecter. Donc, dependency injection. Donc, on va l'injecter dans le programme pour que notre code sache où ça se trouve. Donc, la première des choses, je vais déclarer une chaîne de connexion. Ça me semble correct. Donc, je vais valider. Donc, ici, vous voyez ici, default connection. C'est exactement ce qui se trouve ici dans le web config, pas web config, dans app.setting.json. Web config, c'est web form. Ok, donc, ouais, il me propose aussi d'ajouter maintenant le DB context. Donc, une fois qu'on a ajouté la chaîne de connexion,
on va ajouter maintenant le DB contexte, mais malheureusement, je ne pense pas qu'il a trouvé, ce n'est pas le bon DB contexte qui est là. Hôtel contexte, non, non, c'est pas ça. Alors donc, je vais aller aller chercher le nom de mon DB contexte, c'est ça. Et je vais répartir, modifier dans le programme pour lui donner le bon DB contexte. Voilà, c'est bien ça. Et donc, pour ce DB contexte, on va utiliser quoi? SQL Server, puisque c'est pour ça qu'on avait fait venir euh, Entity Framework quoi, SQL Server. Donc, on a utilisé Use SQL Server et qui nous a permis de passer la chaîne de connexion. Voilà. Donc, on a déclaré notre chaîne de connexion, on a injecté dans le DB contexte. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut qu'on fasse. Ok, donc là, je vais aller au niveau de... On va commencer la migration. Donc, je vais aller au niveau du Package Manager Console. Donc, dans le Package Manager Console, je vais ajouter une migration, Add Migration. Alors, vous regardez ici à ce niveau-là, vous voyez qu'il n'y a pas un dossier migration. Euh, et donc, je vais ajouter... alors, la migration, on va lui donner un nom. On va dire que c'est Initial Create. Il y en a qui disent Initial, c'est une convention. La migration dit exactement ce que tu as fait lors de, de l'itération, ce que tu as modifié. Alors donc, vous voyez ici que on a ici un fichier qui est venu et en même temps, on a un dossier immigration qui a été créé automatiquement par Entity Framework. Donc, il y a ici ce qu'est le database snapshot et mais surtout notre initial create. Alors donc l'initial create va dire exactement ce que la base donnée va être, comment est-ce que Antiform va créer la base donnée, il va créer les tables, il va créer les index. En bas aussi, c'est lorsque on va vouloir répartir en arrière, il va supprimer les deux tables chambre et puis type de chambre. Ok. Donc, une fois que j'ai créé la migration, je vais faire une mise à jour. Donc, je vais faire update migration, database, pardon. Donc, add migration et puis update database. Ok, là, il y a un souci parce que il nous dit connection was successful to the server, la chaîne des certificats a été fournie par une autorité qui n'est pas approuvée. Alors, donc cette erreur, généralement, vous l'avez lorsque vous avez un souci avec la manière dont vous avez installé SQL Server et puis aussi d'autres paramètres. Donc, on va aller partir dans le app setting JSON et dans la chaîne de connexion, on va ajouter, je pense que c'est une ou deux propriétés. Alors, donc la première propriété que nous allons ajouter, c'est encrypt égale à false. Alors, encrypt égale à false va nous permettre de... va pas forcément demander à SQL Server d'encrypter notre connexion. Ça peut être de problème. Et puis, Trust Server Certificate. Et là aussi, je vais le mettre à false. Voilà. Bon, c'est bon, je pense que... Bon, on va essayer s'il n'y a pas d'autres soucis. Enregistrer. Petit encore. Ok. Ok. Il est en train d'exécuter le script. Je pense que cette fois-ci, c'est bon. Il a pu exécuter la migration qu'on a faite. On va aller partir dans SQL Server Management Studio. Et voilà, il a bel et bien créé notre base de données. Alors, elle n'existait pas avant. Hein? Voilà, donc, voici les tables que nous avons, les types de chambres et puis les chambres. Super.
Alors, donc, chers amis, donc, nous avons pu générer notre base de données à partir de Entity Framework Core. Euh, donc, on va évoluer. Alors, chez Jaco, nous avons un souci parce que, je ne sais pas si vous avez bien, si vous avez sans doute remarqué, au niveau des types de champs, nous avions un numéro au lieu de libellé et le type de la propriété, ça devait être un NVK, nous avons int. Et ce qui est un problème. Alors, et là, c'est pas mal parce que ça va nous permettre d'apprendre comment est-ce qu'on modifie des informations avec Entity Framework. Donc, c'est très simple. Ici, effectivement, on va répartir au niveau des types de chambres et nous allons modifier ici par libellé. Et là, pardon, et là, on va mettre string. Donc, en mettant ça, on va enregistrer et nous allons lui demander de faire une migration. Donc, on va aller dans Outils, Console Manager, et on va dire Add Migration. Et on va mettre Change libellé. Je n'ai pas été très explicite, hein, les gars. Normalement, je devais mettre beaucoup plus d'informations. Mais ce n'est pas grave, le plus important, c'est de savoir ce qui s'est passé. Ici, dans la migration, ici, il va faire un drop column, c'est-à-dire il va enlever, il va modifier le numéro et il va ajouter, c'est-à-dire qu'il va supprimer ça et puis il va ajouter ça. Donc, drop la colonne ça et ajoute cette colonne là et il va changer en même temps le type qui va être NVK max. Alors bon, ça c'est un de mes problèmes avec Entity Framework parce que Entity Framework par défaut il met NVK max alors que NVK max c'est un peu trop pour un libellé. Alors ici c'est le down, voilà, il va le mettre comme c'était avant. Donc c'est bon, je vais accepter la migration et puis je vais faire un update database pour mettre à jour la base de données. Alors, donc je vais repartir au niveau de ma base de données, m'assurer que les informations ont bien été modifiées comme je veux, c'est bien, et c'est ça. Donc voilà, il a mis NVK en max, je ne suis pas trop fan de ça, mais bon, ok, c'est une démo. Voilà, donc c'est bon. Nous avons notre base de données. Alors, je répète un peu ce qu'on a fait, hein. Lorsque nous avons commencé par créer les modèles, donc les deux modèles. Ensuite, nous avons créé notre voilà, le DB contexte. Donc, le DB contexte nous permet de lier nos deux tables avec la base de données. Et ici, on passe le DB contexte en injection. Donc ça, c'est une injection. Et donc l'injection est prise en compte au niveau du programme. Donc, connexion, je déclare une chaîne de connexion. Et cette chaîne de connexion est dans mon app-setting.json qui est là, qui nous donne exactement comment accéder à la base de données qu'on veut, et le nom de la base de données, avec toute la sécurité nécessaire par rapport à cette base de données-là. Et après, j'injecte notre DB contexte en utilisant bien évidemment SQL Server et la chaîne de connexion qui lui a été fournie. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait la moitié du chemin. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de commencer à créer nos vues. Mais avant de créer nos vues, on va créer nos contrôleurs. Alors, en fait, en réalité, on va créer nos contrôleurs avec les vues en utilisant Entity Framework. Donc,
Au même moment, nous sommes en train de créer nos vues, nos contrôleurs, nos vues seront créées et on va utiliser Entity Framework. Donc, Entity Framework, c'est quelle est la structure de notre base de données. Choisir, je vais commencer par type chambre. Type chambre. Je vais utiliser le DB contexte. Ici, nous avons un seul DB contexte, donc ça ne nous cause pas trop de problèmes. En termes de vues, je vais lui laisser générer les vues et puis ajouter tout ce qu'il faut pour que, comme en tant que layout. Et il va générer mon contrôleur. Alors, le contrôleur, le nom du contrôleur, c'est le nom de notre classe avec S, donc type chambre, suivi de contrôleur. Alors, contrôleur, c'est le mot-clé, parce que tous les contrôleurs se terminent par contrôleur, mais le nom du contrôleur, c'est type chambre. Le nom de notre contrôleur, ce n'est pas type chambre contrôleur, c'est type chambre. C'est important de le noter. Alors, donc, il va faire ce qu'on appelle le scaffolding. Donc, le scaffolding va permettre de générer le code, non seulement pour l'entity, pour le contrôleur, mais aussi, il va générer les vues. Et il va le générer en fonction de l'entité type chambre. Donc, des différentes colonnes qui sont dans type chambre, des différentes propriétés et puis des types pour chaque propriété. Voilà. Et donc, il a effectivement créé, ici, on voit que la classe qu'il a créée, il a appelé type chambre contrôleur, qui hérite de la classe contrôleur. On a le read only get hotel DB context. Vous vous rappelez, le get hotel DB context, c'est notre base de données. C'est l'accès à notre base de données. C'est le DB context, c'est Entity Framework qui sait où se trouve notre base de données. Et donc ici, on a une propriété privée, private read only, qu'on appelait contexte. Donc, en fait, contexte ici représente notre base de données. Et donc, ici, on fait le dependency injection pour injecter just hotel pour qu'on puisse avoir contexte comme ici, par exemple. Alors, ici, le contrôleur, il est composé d'actions et de vues. Bon, pas de vues, mais il fait référence aux vues. Par exemple, ce contrôleur-là, type chambre contrôleur, a une action qu'on a appelée index. Alors, index est de type iActionResult, qui est une tâche. Ok, bon, ça, on va le voir lorsqu'on va rentrer beaucoup plus en détail avec ASP.NET Core MVC. Mais ça retourne quoi? Cette action-là retourne quoi? Une vue. Et quelle est la vue? C'est la vue index du contrôleur type chambre. Donc, je peux cliquer ici pour aller directement sur la vue. Donc, je vais go to vue. Et donc, lorsque je vais à la vue, je vois que la vue, elle est composée, en fait, c'est de l'HTML. Et l'HTML qui est composé ici, ici, on a un H1, on a un P, un paragraphe et on a une table. Et la table, elle est composée d'un header. Dans ce header-là, on a ce qu'on appelle un tag helper, display name for. Et display name for quoi? Pour modèle. Modèle ici représente quoi? Modèle représente notre geste hôtel modèle type chambre. Donc modèle ici représente type chambre. Et ici on veut afficher le libellé de la type chambre. Alors ici, ça c'est le libellé, mais ici on a l'information. Alors on a le header et on fait une boucle pour trouver les données. Donc, pour chaque donnée dans notre base de données, on va faire un for each ici pour pouvoir mettre l'information dans la table, dans les lignes de la table, dont le header est ici. Ici, cette syntaxe-là, vous n'avez pas vu bien avant. Lorsque vous êtes dans la web form ASP.NET, c'est simplement dans la partie HTML, vous n'avez que du HTML. Mais ici, on appelle ça le result syntax. Donc, on fait un mélange entre du HTML et du C#.
Donc ça veut dire que franchement, vous avez la main dans votre code HTML pour pouvoir faire pas mal de choses si vous connaissez bien C#. Donc ça, c'est la première action. Et ici, les actions aussi sont des types get ou bien post ou bien put. Donc, généralement, on utilise soit get ou bien post. Alors, le get, il s'agit de quoi? Il s'agit de retourner des informations. On ne poste pas, on n'envoie pas d'informations, mais on retourne l'information. Ici, l'information qui est retournée, quoi? C'est la liste des types de chambres qu'on envoie de façon asynchronique. Après, ici, nous avons type de chambre détail. Donc ça, c'est l'action détail. Ça, c'est l'action index et ça, c'est l'action détail. L'action détail prend en compte un identifiant parce qu'effectivement, lorsqu'on veut les détails de quelque chose, il faut qu'on connaisse cette chose-là. Ici, on retourne une liste. Donc, on n'a pas besoin de passer des informations. Mais par contre, ici, on a besoin de passer une information. L'information, c'est quoi? C'est l'identifiant de la type chambre qu'on veut. Voilà, l'identifiant du type de chambre qu'on veut. Donc, ici, on fait un contrôle pour s'assurer que l'identifiant n'est pas nul. Et aussi, on fait un contrôle pour s'assurer qu'on a pu trouver un identifiant, une chambre qui répond à ces caractères-là. Et on retourne à la vue quoi? On retourne à la vue la type chambre qui a été trouvée. On fait plus ou moins la même chose pour les autres. Voilà, donc, si create, pour créer, on va envoyer les informations de la base que l'utilisateur a saisi et puis on va faire ajouter. Donc, vous voyez ici, contexte, ça c'est directement, ça va directement à la base donnée. On ne fait pas une requête. Ici, on ne fait pas de requête. On ne fait pas insert into. Mais lui, par exemple, en mettant add, context.add simplement, ça fait insert into quoi? Into le ID, chambre ID, type chambre ID, et puis le libellé qui vient de l'utilisateur. Donc, vraiment, quelque chose de très, très powerful, qui est très puissant, qui nous permet de travailler sans avoir accès à la base de données de façon directe. Donc, et ça, c'est la puissance de Entity Framework Core. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans les vues. Parce que pour chaque contrôleur, on a un dossier vue qui sera créé. Donc, le contrôleur type chambre a pour correspondance des vues type chambre. Donc, ici, pour chaque action ici, on a une vue. Donc, c'est cette vue-là qu'on avait vue, la vue de l'index, mais il y a bien évidemment une vue pour créer, pour modifier. Et donc ici, c'est simplement un div qu'on a avec une row et on a ici le libellé qu'on met dans un text box et qu'on va modifier. Détail, c'est ici simplement afficher des informations. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des informations, le contrôleur qui va être le chef d'orchestre entre la vue et notre base de données et nos vues qui sont là, qui ont été créées automatiquement sans qu'on ait écrit un seul code. Bon, à ce niveau déjà, je pense qu'on peut déjà tester notre application. Alors donc pour pouvoir avoir accès à ma page, donc au contrôleur type chambre, je vais aller à contrôleur type chambre, donc je vais mettre type chambre. Et type chambre va m'envoyer par défaut à l'action index de type chambre, du contrôleur type chambre. Et ici, je peux aller à l'action create de type chambre. Et cette action va me permettre de créer des types de chambres. Vous voyez? Donc ça, tout ça, ça a été fait sans réellement vraiment créer, écrire des codes. Je vais ajouter une ou deux entrées.
Voilà. Single. Voilà. J'ai aussi la possibilité de modifier, supprimer et de modifier ici. Je vais modifier ça. Je vais mettre double suite par exemple. Bon, double head. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et je peux ajouter un test pour pouvoir le supprimer après. Voilà. Et ici, ça me donne la possibilité, avec tout ça, avec tous ces warnings, les confirmations et tout ça par défaut, sans vraiment avoir à écrire un seul code. Alors, donc, je vais maintenant venir et ajouter un contrôleur. Le contrôleur, cette fois-ci, c'est pour chambre. Donc là, j'ai choisi chambre. Rien ne change. Je valide et il va créer mon contrôleur comme lorsqu'il a fait pour type chambre. Ok, donc nous avons alors, le chambre contrôle a été créé. C'est la même chose, on va l'exécuter. Ok, donc là je vais aller à chambre. Donc, la même chose ici, on va ajouter, mais on a un souci ici, parce qu'au niveau des types de chambres, on ne veut pas forcément avoir les libellés, enfin les numéros, bon plutôt les libellés. Donc, on va échanger ça. Ici, dans tout ce qui est select list là, il y a deux informations qui sont dans les select list. Il y a le type et puis il y a l'identifiant. Par défaut, Entity Framework met les deux, enfin, l'identifiant dans les deux champs. Donc, je vais changer simplement ici. Et je vais faire la même chose partout où il y a un select list. Ici aussi. Et je pense que là aussi. Alors, c'est tout. Alors, au niveau de l'index, je vais aller changer les informations qui sont là. Okay. Notamment ici, au lieu d'avoir index, je vais mettre nos chambres. Et puis, create new, je vais mettre ajouter une nouvelle chambre. Alors, donc ici, je vais faire acheter une nouvelle chambre. Et vous voyez ici que j'ai maintenant les informations A 10 et 08. Par contre, vous voyez ici que type chambre, il y a toujours le numéro qui s'affiche, même si ici dans le combo box, c'est les identifiants et les librairies qui sont là. Là, c'est pas grave, je vais aller dans chambre. Et au niveau de là, je vais mettre libellé.
Non, pardon. C'est plutôt ici. Voilà. Donc c'est ici que je vais mettre pour chaque ligne. Je vais mettre ici. Alors, à chaque fois, si on veut par exemple que notre page d'accueil soit pas forcément le home qui est là et qu'on aille directement sur chambre, on peut le faire dans le programme en mettant ici simplement chambre. Et donc, il va commencer par le contrôleur par défaut chambre et puis l'index, l'action index de la chambre, c'est-à-dire la liste des chambres. Voilà, c'est mieux. Et donc, vous voyez ici, voilà. Donc, voici, alors, ça aussi, vous voulez, si vous voulez qu'on peut rendre tout ça un peu convivial, en ajoutant un peu de bootstrap. Alors, je ne suis pas un expert en bootstrap, donc on va aller chercher les codes, par exemple les tables. Je vais mettre table. Voilà, on peut changer la classe. Voilà, donc bootstrap, c'est vraiment une affaire de classe. Donc je vais changer, je vais prendre par exemple celui-là, on veut que ça soit, ça c'est pas mal, c'est joli. Donc je vais aller chambre et la table, je vais changer ça. Donc c'est table succès, table straight. Tadam! Pas mal, c'est joli. Alors donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Alors donc je vais changer ici, ajouter une nouvelle chambre. Je vais changer ça en bouton. Donc je vais mettre classe BTN. BTN. Je vais dire plutôt que c'est un BTN warning. Ouais, pardon, warning. Ici, en bas, où il y a edit, je vais dire c'est BTN, c'est une classe, pardon. Classe BTN. BTN edit, c'est toujours warning. Non, pardon, ici, c'est pas BTN warning. Je vais mettre ici succès. Succès. Je pense que ça, success. Ou bien primary. Primary. Voilà, primary c'est mieux. Ici c'est warning. Detail c'est class. BTN. Détail c'est info. On va mettre info. Et delete, on va dire que c'est la classe bouton BTN danger. Voilà, c'est le danger. Et je vais modifier ici, on va mettre ici supprimer. Détail, et puis ici, je vais dire modifier. On va regarder, on va voir ce que ça donne. Alors, donc, chers acromes, voici ce que je voulais présenter aujourd'hui. Donc, nous avons vu une application ASP.NET Core MVC. Nous avons utilisé Entity Framework Core pour pouvoir créer notre base de données. Alors, nous avons utilisé Entity Framework Core Code First. Bien évidemment, il y a Database First. Donc, il y a pas mal de concepts que nous avons utilisés, mais que nous n'avons pas pu expliquer.
Et les explications, on les fera dans notre série Practical C# ASP.NET Core, maîtriser ASP.NET Core MVC de la base aux meilleures pratiques actuelles. Donc, je pense que nous avons déjà fait une première vidéo. Les vidéos suivront peut-être une ou deux fois par semaine. Donc, abonnez-vous pour que vous puissiez être informé des nouvelles, des prochaines vidéos. Et vous allez comprendre toutes les fonctionnalités, toutes les technologies que nous avons utilisées pour arriver à cela.